Esdras et Néhémie, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 120 minutes. Donc ce sont deux personnages bibliques. Le but du jeu ici, ça va être de reconstruire la ville de Jérusalem. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails du thème, c'est un pur Eurogame, donc le thème est quand même assez secondaire. Donc je vais vous expliquer comment on installe ça et comment on y joue. Donc ça se joue de 1 à 4 comme je vous ai dit, j'expliquerai pas le mode solo, mais apparemment il a l'air assez intéressant. Donc au niveau de la mise en place, vous avez un grand plateau principal, sur lequel il va falloir installer plusieurs éléments en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous allez mettre toutes les cartes portes, donc il y en a 6 en tout, qui correspondent donc aux emplacements où il y a marqué porte. Il y en a 2 en haut, 2 en bas et une de chaque côté. Toutes ces cartes, vous les mettrez face visible à côté du plateau, dans le sens où il y a un petit personnage inscrit dessus. Si vous jouez à 3 joueurs, vous allez mettre sur chacune de ces cartes portes, donc il y aura ces deux-là en plus, une pièce d'or. Donc il y a de la monnaie dans le jeu, vous allez voir. Donc vous mettrez une pièce sur chaque carte, et vous mettrez 3 cartes mûres sur les emplacements qui sont entre la porte de la garde et la porte de l'Orient. Ça c'est si vous jouez à 3 joueurs uniquement. Si vous jouez à 1 ou 2 joueurs, les deux portes, donc porte de la garde et porte de l'Orient, il faudra les retourner et les positionner directement sur le plateau, et rajouter en plus 2 murs à gauche et un mur à droite, ici, pour bloquer à peu près toute la partie nord de la ville. Et donc, toujours à 1 ou 2 joueurs, vous mettrez 2 pièces, au lieu d'une, sur chacune des autres cartes portes qui va rester. Donc ça, voilà, c'est la petite modularité en fonction du nombre de joueurs. Ensuite, sur ce petit plateau, vous allez mettre un certain nombre de jetons de nourriture. Donc dans le jeu, il y a du pain. C'est une des ressources du jeu. Sur la ligne tout en haut ici, vous en mettrez 3. La ligne juste en dessous, vous en mettrez 2. La ligne encore en dessous, vous en mettrez 1. Et la dernière ligne, vous en mettrez pas. Ensuite, il va falloir tirer les petites cartes, les petites tuiles parchemin. Donc ces tuiles parchemin, il y en a de 3 sortes. Il y a les jaunes, les marrons et les beiges. Donc vous allez les mélanger, il y en a plusieurs dans la boîte, et vous allez tirer donc 6 tuiles jaunes que vous allez placer tout en haut, 5 tuiles marron sur la deuxième ligne, 4 autres tuiles marron sur la troisième ligne, et les 3 tuiles, il n'y en a que 3 beiges sur la première ligne. Donc vous les tirez aléatoirement et vous les placez directement sur le plateau. Ensuite, si vous jouez uniquement à 2 joueurs, vous allez utiliser les 2 petits personnages blancs que vous allez placer sur les 2 tuiles aux extrémités de la première ligne. Donc ça, c'est uniquement à 1 ou 2 joueurs. Et après, vous verrez comment ça fonctionne. Sinon, on met pas ces personnages. Ensuite, vous allez sélectionner une des 2 cartes hôtels qu'il y a dans la boîte. Donc il y a 2 cartes comme celle-ci, qui sont chaque fois recto verso. Et vous choisirez aléatoirement, ou vous choisirez ce que vous voulez, pour en placer une ici, à cet emplacement-là. L'autre carte, vous la remettez dans la boîte, elle servira pas. Et ces cartes-là vont vous indiquer les emplacements des 2 prophètes. Donc il y a 2 personnages là, ce sont 2 prophètes. C'est Zacharie et Agé. On vous dit, voilà, le noir pour la première manche va se placer sur l'emplacement 2 et le gris va se placer sur l'emplacement 6. Donc ça, c'est à placer en début de partie. Ensuite, vous avez 3 cartes qui correspondent aux 3 tuiles qui sont sur la première ligne ici des parchemins. Donc ce sont Zorobabel, Néhémie et Esdras, donc du nom du jeu. Vous les mettrez sur le côté du plateau et vous pourrez éventuellement les récupérer en cours de partie. Vous avez dans le jeu 4 types de ressources principales, de matériaux. Vous avez de l'or, du bois, de la pierre et de la cendre. Donc ces 4 types, vous allez mettre 10 cubes de chaque de côté dans une réserve générale. Et tous les autres cubes, vous allez les mettre dans un petit sac. Et ensuite, vous allez devoir remplir toutes les cases qui sont autour du plateau, qui correspondent donc aux emplacements des murs ou des portes qu'il va falloir reconstruire. Et il va falloir tirer autant de cubes qu'il y a de petits symboles comme ceci sur chacun des emplacements. Donc là, vous avez 2 emplacements, vous tirez 2 cubes du sac. Ici, vous en avez 3, vous en mettez 3. Et on fait ça tout le long du plateau. Une fois que c'est fait, que vous avez placé tous les petits cubes, tous les cubes restants dans le sac, vous les rajoutez à la réserve générale. Et ensuite, dans cette réserve, vous rajoutez donc le pain. Donc vous avez les différents jetons, des jetons de valeur 1, des jetons de valeur 5. Et les pièces de monnaie. Pareil, valeur 1 ou valeur 5. Donc tout ça, ça va constituer la réserve générale. Ensuite, il reste un élément à placer si vous jouez, encore une fois, à moins de 4 joueurs. Donc si vous jouez à 4 joueurs, vous gardez cette zone-là, c'est le temple, telle qu'elle est imprimée sur le plateau. Si par contre vous jouez à moins, il va falloir rajouter une tuile.
Et en fonction du nombre de joueurs, donc si vous jouez à 3, ce sera cette face. Et si vous jouez à 1 ou 2, ce sera celle-ci. Donc là, on a dit, j'ai fait une mise en place pour 2 joueurs, on la met de ce côté. Pour la mise en place principale globale, c'est à peu près tout. Et ensuite, il y a une petite mise en place pour chaque joueur. Donc chaque joueur va récupérer un plateau comme celui-ci. Sur ce plateau-là, il va récupérer des petites tuiles de développement. Donc ces tuiles-là, il y en a 5 sortes en tout. Donc 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez. Elles sont toutes différentes dans la boîte, donc on les distribue aléatoirement et on les positionne sur les bons emplacements. Du côté où il y a un petit encart vert à chaque fois. Parce que ces tuiles, on va pouvoir les améliorer et les retourner. Donc chaque joueur prend son plateau, prend ses petites tuiles de développement et les place aux bons emplacements. Ensuite, on va avoir chacun 3 petites amphores, 3 petits jetons amphores qu'il va falloir placer sur la petite piste sur l'emplacement 0 ici. Ça va être les marqueurs de bénédiction. Donc ce sont des pistes de bénédiction. On va bien évidemment déterminer un premier joueur à un moment donné, donc le premier joueur il aura ce petit jeton là. Et ensuite chaque joueur va récupérer donc 6 personnages à sa couleur, des petits personnages de cette forme-là. Et il va y avoir donc un autre tas de personnages qu'il va falloir mettre dans la réserve générale, parce qu'au total il y en a 16 par joueur, des personnages comme ça. Dans cette réserve générale, chaque joueur va prendre un personnage et le placer sur cette piste ici. Donc en bas, il y a un emplacement pour chaque joueur, et on pourra en rajouter au fil de la partie. Et ensuite, dans l'ordre inverse du tour, donc en commençant par le joueur à droite de celui qui a le jeton premier joueur, chaque joueur va devoir placer un autre de ses personnages de la réserve principale sur une des portes qui se situe aux angles de la ville. Donc en commençant là, si on est 2 joueurs, joue contre le violet par le joueur violet va devoir placer un personnage sur une des portes, celle de son choix. Ensuite ça va être à moi, et à 2 joueurs, exceptionnellement, on va le faire ça 2 fois, c'est-à-dire chaque joueur aura 2 personnages sur les angles du jeu. Si on joue à 3 joueurs, il y aura une porte sur laquelle il n'y aura pas de personnage. Et si on joue à 4 joueurs, il y aura une couleur de chaque joueur à chaque emplacement. Ensuite, chaque joueur va récupérer 5 pièces de monnaie en début de partie et 3 pains. Chaque joueur va aussi récupérer les 2 ressources qui sont inscrites sur sa plus grosse file de développement ici, qui va placer sur un des emplacements disponibles. Donc là, vous voyez qu'en début de partie, vous avez un emplacement limité de ressources que vous pouvez stocker. Donc ici, lui, ça va être un bois et une pierre qui va placer sur un des emplacements. Donc ça, c'est pour tout le monde pareil. On va tous avoir aussi une réserve de cartes personnages. Donc ces cartes-là, on va les mélanger et on va en début de partie en piocher 4. On va pouvoir regarder, qu'on va utiliser. Et on a aussi donc des cartes de construction, non, des cartes mûres. Même chose, on les mélange. Et là, on les laisse en tas pour l'instant à côté de nous, on s'en servira plus tard dans la partie. Une fois que tout ça est fait, on est prêt à commencer la partie. Donc après, vous avez une petite tête de jeu ici qui vous aide à vous souvenir un petit peu de la mise en place pour aller un peu plus vite. C'est quand même pas mal de choses. Il y a une petite erreur quelque part dans les règles parce que là, dans l'aide de jeu, on vous dit que chaque joueur commence avec 6 pièces et dans la règle, on dit que c'est 5 pièces. Bon, moi, je me suis fié à la règle. Après, j'ai pas vérifié sur Internet quelle était la bonne solution. Et donc, je vais vous expliquer comment on joue à ça. Non, dernière chose, pardon. Chaque joueur a une petite tente aussi à sa couleur qui va venir placer sur l'emplacement au centre, en haut de cette petite piste. Et évidemment, il y a des petits marqueurs de points de victoire ici qu'on va placer sur l'emplacement 10. On commence tous avec 10 points de victoire parce qu'on pourra en perdre éventuellement. Et donc, le but du jeu, ça va être de marquer un maximum de points de victoire au fil de la partie. Je vais expliquer comment. Enfin, chaque joueur va mettre un marqueur flamme sur la piste noire ici, qui est la piste d'entretien de la flamme du temple, sur l'emplacement 0. Et donc on pourra avancer éventuellement plus tard dans la partie. Donc une partie d'Esdras et Néhémie va durer 3 manches, qui sont en fait 3 semaines dans le jeu, thématiquement. À chacune de ces manches, donc de ces semaines, vous allez jouer 6 actions chacun, qui sont les 6 premiers jours de la semaine. Et il y aura un septième jour, donc le jour du sabbat, qui va consister à marquer des points et à faire un petit nettoyage du plateau avant de commencer la nouvelle manche. Donc à chaque manche, on va toujours commencer avec 4 cartes en main, donc les cartes personnages, donc les grosses cartes. Elles sont toujours faites de la même façon. Vous avez en haut à gauche des fanions de couleurs, donc il y a gris, bleu et rouge. Et ça va correspondre aux différentes actions principales qu'on va pouvoir faire. Ensuite, en haut, vous avez un petit bandeau qui va vous donner éventuellement des points de victoire conditionnels
quand vous utiliserez ces cartes d'une certaine façon. Vous avez le nom du personnage, vous avez une petite illustration. Et en bas, toute la partie basse va correspondre à une action facultative de commerce qu'on pourra utiliser à chaque fois qu'on va jouer la carte. Donc ça va être la même chose à chaque fois pour chaque carte. Les fanions, les points de victoire conditionnels quand on posera la carte à un certain endroit, l'illustration et la zone de commerce en bas. Et donc à son tour, un joueur va tout simplement jouer une des 4 cartes de sa main sur un des 3 emplacements disponibles de son plateau personnel. Il prend la carte, il la pose ici, et à partir du moment où il a fait ça, il va pouvoir faire une action principale et des actions facultatives dans l'ordre de son choix. Il pourra d'abord faire une action facultative, puis son action principale, ou d'abord son action principale, puis ses actions facultatives. Donc les actions principales, pour les réaliser, il va falloir utiliser les fanions qu'il y a visibles dans sa zone de jeu. Donc c'est-à-dire les fanions qui seront visibles sur les cartes qu'on a devant soi. Donc au début on pose qu'une seule carte, donc on aura juste les fanions qui sont en haut à gauche de cette carte. Mais plus tard dans la partie, on va pouvoir mettre d'autres cartes ici. Et donc on comptabilisera à chaque fois tous les fanions d'une même couleur pour faire l'action correspondante. De la même façon, plus tard dans la partie, on aura aussi des cartes qui vont venir se rajouter ici, et les fanions qui seront ici seront aussi comptabilisés. On va avoir aussi la possibilité d'avoir des fanions en plaçant nos personnages sur les parchemins ici. Il faudra aussi les compter. Et on va aussi avoir la possibilité d'avoir des fanions en plaçant des personnages sur ces emplacements-là, qui vont nous donner les fanions correspondant de cette tuile ici. Donc quand on fera une action, on décidera la couleur des fanions qu'on veut utiliser, et on comptera tous les fanions de cette couleur. Parmi tout ce que je viens de dire, évidemment, ça c'est une aide de jeu, on comptera pas les fanions qui sont imprimés sur cette aide de jeu. Donc les actions, il y en a 3 grands types, ce sont les 3 couleurs des fanions, les rouges, les bleus et les gris. Donc les grises, rapidement, c'est ce qui va concerner la reconstruction des murs et des portes de la ville, donc c'est tout autour du plateau. Les rouges, ça va se passer au niveau du temple ici, donc ça va permettre de maintenir le feu allumé ici et de construire les éléments du temple là. Et les bleus, ça va concerner tout ce qui est enseignement de la Torah, donc ça va être les parchemins qu'il y a ici, et éventuellement donc les déplacements des peuples qui campent autour de la ville, donc faire bouger les petites tentes ici, en payant donc les fanions bleus. Donc vous voyez que sur le plateau, vous avez les fanions bleus ici, donc c'est pour ces actions-là, les fanions rouges ici, c'est pour les actions-là, et les fanions gris qui sont imprimés tout autour du plateau. Donc c'est assez bien fait au niveau des icônes, on s'y retrouve assez vite. Donc la première action principale qu'on va pouvoir faire, c'est, en suivant l'aide de jeu, ça va être l'action rouge, donc avec les parchemins rouges. Donc on joue une carte, on compte combien on a de parchemins rouges, et on va venir regarder ce qui se passe ici pour dépenser ces parchemins pour faire des actions. Mais avant ça, avec l'action rouge, on a la possibilité, avant ou après d'ailleurs, de rajouter un personnage sur cette piste ici. Donc les personnages ici, ce sont des lévites, c'est-à-dire c'est les personnages, c'est les gens qui sont dédiés à l'entretien, à la gestion des temples. On commence tous la partie avec un personnage directement placé, et on peut venir en rajouter un de notre réserve personnelle. Donc je vous dis, on a commencé avec 6 personnages ici. On en prend un et on vient le placer donc de bas en haut sur la première position disponible. Mais pour faire ça, ça va coûter du pain. Donc en suivant l'ordre, donc le deuxième personnage ce sera 2 pains, 3 pains, 4 pains, 5 pains, 6 pains. Et à chaque fois qu'on place un personnage, on gagne par contre ce qui est marqué sur la droite. Donc ici ce serait un jeton de cendre, de la pierre, du bois. Ici ce serait une faveur, donc avancer sur la piste des faveurs de la couleur de notre choix, et 2 points de victoire immédiats. Et ici ce serait 3 points de victoire et récupérer un personnage que je vais vous expliquer après sur notre plateau personnel. Donc ça voilà, on peut le faire une fois à chaque fois que on vient faire des actions rouges. Et une fois qu'on a fait ça, on va utiliser justement les personnages qu'on a sur cette piste pour venir faire des actions, donc soit dans le temple ici, c'est faire des offrandes, donner des ressources, soit au niveau du feu ici. Donc sur la piste ici pour donner des ressources, tout simplement, par personnage disponible sur cette piste ici, on va pouvoir venir placer un cube de notre réserve personnelle de ressources. Donc les ressources, elles vont se placer de gauche à droite à chaque fois sur chaque ligne, mais on va choisir sur quelle ligne on veut la placer en fonction du nombre de fanions qu'on peut dépenser. Donc si on a pour notre action un seul fanion, on va pouvoir se placer uniquement sur la première ligne, et donc là l'emplacement le plus à gauche, et on va choisir du coup la ressource qu'on veut placer, et on va mettre le petit cube correspondant
sur l'emplacement le plus à gauche. Si on place une ressource de bois ou de pierre, on va gagner tout de suite un point de victoire. Si on place une ressource en or, on gagne 2 points de victoire. Et on ne peut pas placer de la cendre à cet endroit. C'est uniquement bois, pierre et or. On peut très bien, si on a plusieurs fanions, admettons j'ai 3 fanions, placer un premier cube ici et un deuxième ici, par exemple. Ou bien en placer directement 2 ici. Et il y a 3 zones dans la zone du temple ici. Dès qu'une première zone est remplie, donc toute la première colonne en fait, il va y avoir un petit décompte. Le joueur qui vient de placer la dernière ressource va tout de suite gagner 2 pains. Ensuite, le joueur qui aura le plus de lévites, donc le plus de personnages dans la zone ici, gagnera 2 points de victoire. Et si on joue à si on joue à plus de 2 joueurs, vous allez avoir le joueur qui a le moins de personnages dans cette piste va perdre un point de victoire. Par contre, à 2 joueurs, il n'y a pas cette condition. C'est que pour 3 ou 4 joueurs. Et enfin, chaque joueur va gagner une pièce par lévite dans la piste ici. Donc ça, ce petit décompte là, il sera valable à chaque fois qu'on remplit une des 3 zones du temple. Ensuite, si on place évidemment un cube sur une des 4 lignes les plus hautes, on va gagner à chaque fois la petite récompense qui est indiquée à droite. Donc voilà, pour rappel, on peut placer autant de ressources qu'on a de personnages. Donc là, je peux placer 2 ressources parce que j'ai 2 personnages. Et il faut pouvoir dépenser les fanions qu'on a de disponibles sur notre plateau, dans notre zone de jeu. Les petits personnages ici, ils vont aussi servir à se rajouter des fanions. Donc là, typiquement, je pourrais considérer que j'ai, admettons, uniquement 2 fanions, mais je veux absolument placer mon cube sur la 3e ligne, donc ça me coûterait 3 fanions. Je peux utiliser un de mes personnages ici pour avoir un fanion supplémentaire, donc je considère que j'en ai 3, et le personnage restant pour placer une ressource. Par contre, si j'utilise mes 2 personnages ici pour augmenter mon nombre de fanions, j'ai plus de personnages pour placer des ressources. C'est un personnage par ressource. Donc voilà comment ça fonctionne. La deuxième action avec les fanions rouges qu'on peut faire, c'est entretenir le feu du temple ici. Et donc là, on a 2 possibilités. Soit on paye une bannière et on doit pouvoir cramer une ressource de cendre pour avancer de 1 sur la piste ici. Soit on paye 3 bannières et pouvoir cramer une ressource de bois pour avancer de 2 cases sur la même piste. Et ça, on va pouvoir le faire autant de fois qu'on veut, tant qu'on a des bannières à dépenser et tant qu'on a des lévites ici. Parce que je vous rappelle qu'on ne peut dépenser des ressources que en fonction de notre nombre de lévites. Donc là, j'ai 2 lévites, je pourrais dépenser que 2 ressources, que ce soit dans le temple ou pour entretenir le feu. Donc là, admettons, j'ai 4 bannières, je vais pouvoir dépenser une ressource de cendre et une ressource de bois pour avancer 2-3 cases. Ou bien je pourrais dépenser 2 ressources de cendre, mais je pourrais pas dépenser 4 ressources de cendre parce que j'ai que 2 lévites. Bon, on a à peu près compris. Donc voilà pour les actions rouges. Participer aux offrandes donc au temple ou avancer sur la piste ici. Et donc la piste ici, l'intérêt, c'est que à la fin de la 6e action, donc au 7e jour, quand on va faire un petit décompte, on va regarder où est-ce qu'on se trouve sur cette piste, et en fonction de la carte hôtel qu'on aura tirée en début de partie, on va gagner plus ou moins de ressources. Donc là, si on se trouve avant le personnage noir, on va perdre un pain. Si on est entre les deux, on gagne un pain. Si on est après le deuxième, on gagne 2 pains. Ça, c'est pour la première manche. À la deuxième manche, ce sera la 2e ligne qu'il faudra regarder. À la 3e manche, ce sera la 3e ligne. En plus, à chaque fois qu'on va avancer sur cette piste, on va gagner les ressources par-dessus lesquelles on va passer. Donc si j'avance de 3 cases, admettons, 1, 2, 3, j'arrive ici, je vais gagner les 2 ressources qui sont là. Et dernier avantage de cette piste de l'hôtel, c'est qu'elle va permettre de départager toutes les égalités dans le jeu. Que ce soit pour les décomptes des points ou pour les autres aspects du jeu, ça va toujours être le joueur qui sera le plus en avance sur cette piste qui sera déclaré vainqueur s'il y a une égalité. Et c'est le joueur arrivé en premier, donc celui dont le marqueur sera en dessous, qui sera considéré comme le premier joueur, si jamais il y a les marqueurs qui sont sur une même case. Donc voilà pour les actions rouges. On a fait à peu près le tour. Les actions grises maintenant, donc même principe, on regarde le nombre de bannières grises qu'on va avoir de disponibles et on va pouvoir venir faire une action sur une des cases autour du plateau. Donc on va choisir une case
et une seule. Et il va y avoir plusieurs choses qu'on pourra faire sur ces cases. La première, c'est de regarder s'il y a des cubes qui sont présents sur la case. Si c'est le cas, il va d'abord falloir déblayer, ça ce sont des décombres en fait, déblayer ces cubes. Et pour ça, on va regarder ce petit tableau ici avec le petit marteau là, qui va vous dire combien de fanions ça va vous coûter de déblayer les cubes. Donc pour enlever un cube noir, c'est 1 fanion, un cube blanc ou marron, c'est 2 fanions, et un cube en or, c'est 3 fanions. Donc là, si je veux déblayer cette case ici par exemple, ça va me coûter 2, 4, 7 fanions pour pouvoir enlever tous les cubes. Les cubes qu'on déblaye, on les récupère dans notre réserve personnelle, dans la limite des emplacements disponibles. Et on pourra les utiliser tout de suite pour construire le mur ou la porte sur laquelle on est. Je vais expliquer juste après. On n'est pas obligé d'enlever tous les cubes d'un coup. Donc là, admettons, j'ai que 2 fanions, je peux juste enlever ça, et du coup je le récupère. Mais par contre, tant qu'il reste des cubes sur la case, on peut rien faire de plus. Donc là, notre action serait finie. Si par contre, on arrive à déblayer tous les cubes, tout de suite, on va gagner le petit bénéfice, donc quand c'est des cases de mur, on va gagner à chaque fois une bénédiction, donc on va avancer un autre marqueur sur la piste correspondante à la couleur de la jarre. Donc là, rouge, j'avancerai de 1 sur la piste rouge ici sur mon plateau personnel. Ça c'est dès qu'on enlève le dernier cube. Et une fois qu'il n'y a plus de cubes, on peut tout de suite construire le mur ou la porte en fonction de la case qu'on a choisie. Donc les portes, il y a une petite bannière ici. Les murs, il n'y a pas de bannière. Le coût est indiqué à chaque fois juste au-dessous ici. Donc là, ça coûterait 3 bannières supplémentaires, plus un cube, 2 cubes marron et un cube blanc. Donc il faut que je les ai disponibles, que je les dépense dans la réserve principale, que j'ai mes bannières disponibles. Et dans ce cas-là, si c'est un mur, je vais venir piocher les 3 premières cartes de mon deck de cartes murs, les regarder, et je vais choisir la carte que je veux mettre directement sur l'emplacement. Donc ça va me donner tout de suite les bonus qui sont indiqués dessus, donc avancer sur les bénédictions, gagner des ressources, gagner du pain, et à chaque fois ça vaut 2 points de victoire en fin de partie. Quand je décide la carte que je veux utiliser, je la place tout de suite au bon endroit, elle est à ma couleur, donc je sais que c'est moi qui l'ai placée là. Et les 2 cartes qui restent, je vais en mettre une sur le dessus de ma pioche et l'autre sur le dessous. Une fois que j'ai fait ça, mon action est finie, mais il peut éventuellement se passer des choses si jamais le mur qu'on a construit est à côté d'une porte. Donc j'explique d'abord comment on construit les portes, c'est quasiment la même chose. Il faut aussi avoir déblayé la zone. Et quand on construit la porte, on doit payer de la même façon en fanions et en ressources ce qui est demandé sur la carte, récupérer la porte correspondante sur le côté du plateau, donc ici c'est la porte du fumier, donc elle est là. S'il y avait des pièces sur cette porte, là c'est le cas, on les récupère tout de suite. La porte, on la positionne et on met un personnage disponible à sa couleur directement sur l'emplacement. Si on n'a pas de personnage dans notre réserve, on ne peut pas construire de porte. Chaque porte vaut 4 points de victoire en fin de partie, et à chaque fois qu'on en construit une, on gagne éventuellement le petit bonus correspondant. Donc ici, c'est avancer notre tente d'une case, ça peut être des pièces, ça peut être différentes ressources. Une fois qu'on a construit une porte, comme je vous disais, on va regarder s'il y a des murs adjacents. Et de la même façon, quand on construit un mur, on va regarder s'il y a des portes adjacentes. Quand une porte est construite adjacente à un mur déjà construit, ou qu'un mur est construit à côté d'une porte adjacente déjà construite, il va y avoir des ressources à distribuer. Donc les ressources qui sont indiquées en haut de la porte vont être données à la fois au joueur qui a construit le mur et au joueur qui a construit la porte, quand ce sont des joueurs différents. Si c'est le même joueur, il va récupérer uniquement une seule fois les ressources. Donc là c'est une pièce, un bois, c'est le joueur rouge dans les 2 cas, donc il va récupérer juste une pièce, un bois. Si par contre il avait aussi un mur à sa couleur de ce côté, ben, il ferait l'action 2 fois. Par contre, si à cet endroit, ça avait été le joueur violet qui avait construit le mur, ben, le joueur violet aurait gagné une pièce en bois et le joueur rouge aurait aussi gagné une pièce en bois. Donc voilà, c'est un moyen de récupérer des petites ressources. Et ça va marcher de la même façon si on construit des murs adjacents aux portes des angles. Vous voyez, vous avez les ressources indiquées là. Donc là, c'est moi qui suis présent. Si le joueur violet vient construire le mur ici, tout de suite, je vais gagner les 2 ressources ici et le joueur violet aussi va les gagner. Donc voilà comment on construit les différents éléments autour du plateau, donc les murs et les portes. Dernière précision pour ces constructions, vous avez indiqué sur le plateau ici
que à tout moment vous pouvez, donc à chaque fois vous voyez que pour construire c'est toujours de la pierre ou du bois, donc c'est toujours les cubes blancs ou les cubes marrons, mais vous pouvez à tout moment payer un or à la place d'un cube noir ou d'un cube de bois ou d'un cube de pierre, ou 3 fanions gris. Si vous payez 3 fanions, vous considérez que vous avez dépensé aussi une ressource. Voilà, c'est à peu près tout pour les actions des fanions gris. Reste à expliquer les fanions bleus. Donc les fanions bleus, ça se passe ici. Vous regardez combien vous avez de fanions disponibles après avoir posé votre carte. Et vous allez pouvoir faire 2 choses différentes. La première, la plus simple, ça va être d'avancer votre tente sur cette piste-là, donc dans le sens aigu d'une montre. Vous allez pouvoir avancer d'un certain nombre de cases. Donc si vous avez 2 fanions, vous pouvez avancer de 1 case. Si vous en avez 4, de 2 cases. 7 fanions et un cube de la couleur de votre choix, à part de l'or. Ça vous permet d'avancer de 3 cases, et 10 fanions et un cube, ça vous permet d'avancer de 4 cases. Quand vous avancez votre marqueur, vous gagnez toutes les ressources par lesquelles vous passez. Donc ça peut être avancer sur la piste ici, les pistes sur notre plateau personnel, gagner des pièces, gagner des ressources, gagner du pain, gagner même des personnages. Donc cette icône-là, c'est récupérer un personnage de la réserve principale pour le rendre disponible dans votre réserve personnelle. Le petit icône de personnage blanc. Donc voilà, ça c'est la première chose, et la flamme évidemment, ça vous permet d'avancer sur la piste des flammes. Donc vous pouvez avancer ici en dépensant les fanions bleus ici. L'autre action à faire avec les fanions bleus, c'est de venir placer un de ces personnages disponibles sur un des parchemins du plateau. Là, pour pouvoir se placer, il faut payer ce qui a marqué à gauche. Donc sur la première ligne, ça va coûter 2 pièces et 3 fanions pour venir mettre son personnage sur n'importe quel emplacement. Donc pour la première ligne, on peut se placer où on veut. Quand on joue à 2 joueurs, je vous ai dit, il y a les personnages blancs. Les personnages blancs, on peut venir les remplacer. Quand on les remplace, on les fait monter sur la ligne supérieure, sur l'emplacement le plus aux extrémités. Donc lui, ça va être le plus à gauche, lui, ça va être le plus à droite. Si jamais il y avait eu un personnage, on va prendre ici, lui serait monté de 2 cases et il resterait ici. Donc en gros, le personnage blanc, il se déplace. Si par contre il devait monter sur la dernière ligne, là il est défaussé. Sur la dernière ligne, le personnage blanc ne peut pas se mettre. Donc ça c'est la petite particularité de quand on joue à 2 joueurs. Sinon il n'y a pas de personnage blanc. Donc il faut pouvoir payer ce qui est marqué là, on se place et on gagne tout de suite le bénéfice de la tuile sur laquelle on s'est placé. Donc les personnages du bas, c'est tout simplement récupérer la carte correspondante. Donc là si je me place sur Néhémie, je récupère Néhémie. Et ce qui se passe, c'est que je vais gagner tout de suite la récompense qui est marquée en bas en fonction de la manche à laquelle je me trouve. Si je suis à la première manche, je gagne juste la ressource de gauche. Si je suis à la deuxième manche, je gagne les 2 ressources les plus à gauche. Et si je suis à la troisième manche, je gagne les 3 ressources. Une fois que c'est fait, cette carte, je vais la placer au-dessus de mon aide de jeu et ça me donne un fanion supplémentaire de la couleur correspondante. Ça, c'est quand on se place sur la première ligne. Si on veut se placer sur la deuxième ligne, il faut obligatoirement qu'il y ait déjà un personnage sur une tuile en dessous, directement en dessous. Donc là, en début de partie, je pourrais très bien me placer ici, parce que j'ai ce personnage-là, ou bien ici, parce que j'ai ce personnage-là qui est présent. Quand je le fais, je dois pouvoir payer au personnage qui est en dessous une pièce de ma réserve. Donc si c'est un joueur, je lui donne directement. Si c'est le personnage blanc, je le défausse à la réserve générale. Et ça, c'est valable jusqu'en bas de la piste. C'est-à-dire que si je me place ici, donc je peux me placer parce que il y a bien un personnage en dessous, je vais devoir payer une pièce au personnage violet et une pièce à la réserve générale parce qu'il y a un personnage blanc ici. Si on joue à plusieurs joueurs, on peut même devoir payer plusieurs pièces à plusieurs joueurs s'ils sont présents plusieurs fois. Et dès qu'on a placé son personnage, de la même façon, on déclenche l'effet de la tuile. Les tuiles des 2 lignes centrales vont permettre d'avoir des effets permanents pour la partie qui vont nous aider. Donc je vais les expliquer vite fait en fin d'explication de règles pour certaines tuiles, après elles sont toutes résumées dans la règle. Et le premier joueur à se placer sur la deuxième ligne va gagner le pain qui est sur la ligne à droite. Le premier à se placer sur la troisième ligne va gagner les 2 pains, et sur la dernière ligne, les 3 pains. Les bonus de la ligne la plus en haut, ça va être des points de victoire en fin de partie conditionnels. Donc quand on y sera placé, en fin de partie, il faudra regarder combien de points on gagne en fin de partie. J'en profite pour vous expliquer que donc les icônes de points de victoire, vous en avez 2 sortes. Vous avez ceux sur fond doré avec les petits lauriers.
c'est ceux qui seront comptabilisés en fin de partie. Et ceux sur fond gris, c'est ceux qui sont considérés pendant la partie. Donc vous allez avancer pendant la partie votre marqueur de points de victoire en fonction de ces icônes. Voilà, et en fin de partie, évidemment, en fonction du nombre de personnages qu'on aura placés sur chaque ligne, on gagnera éventuellement les points de victoire par personnage placé. Les personnages qu'on va placer ici, au même titre que ceux qui sont placés, que les lévites qui sont placés là, une fois qu'ils sont placés, on les bouge plus, on ne peut plus les récupérer. Même chose pour ceux qui sont sur les portes. On a fait le tour des 3 actions principales, donc action rouge ici, action bleue ici, action grise ici. Donc ça, on joue une carte, on compte nos fanions, on fait nos actions. Mais en plus de ça, je vous ai dit, on a la possibilité de faire des actions facultatives auxiliaires, qu'on peut faire autant de fois qu'on veut. La première, c'est d'utiliser la zone de commerce qui se trouve sur la carte qu'on vient de jouer. Donc le principe, c'est toujours le même. Vous allez regarder si vous avez une porte inscrite sur la gauche. Si c'est le cas, il faudra payer une pièce sur cette porte. Donc là, c'est la porte de l'Orient. Donc la porte de l'Orient, à 1 ou 2 joueurs, elle est déjà placée là-bas. Donc on va juste devoir défausser une pièce à la banque. Si c'est une porte qui est sur le bord du plateau, on va mettre une pièce dessus. Et celui qui la construira gagnera tout de suite la pièce. Et si c'est une porte qui est déjà construite, on va devoir payer cette pièce au joueur propriétaire de la porte. Bon, si c'est nous, on fait rien, il n'y a pas de souci. À partir du moment où on a fait ça, on va pouvoir utiliser les capacités qui sont à droite. Et donc là, on vous dit par exemple pour cette carte qu'on peut payer 1 or pour gagner une pièce pour gagner 1 cube d'or, ou 4 pièces pour gagner 2 cubes d'or. Si on en regarde d'autres, celle-ci, on nous dit qu'il faut d'abord payer donc à la porte de la garde, et ensuite on peut payer 1 pièce pour gagner 1 cube blanc, 1 cube marron, ou alors 5 pièces pour gagner 2 cubes blancs et 1 cube marron. Celle-ci, elle n'a pas de porte, donc il n'y a pas de coût à payer pour pouvoir la faire, et on vous dit que à l'infini, on peut dépenser autant de pain qu'on veut pour gagner 2 pièces par pain dépensé. Donc voilà, elles sont différentes, il faudra les voir, et c'est une action qu'on peut faire gratuitement à notre tour. Autre action auxiliaire qu'on peut faire à notre tour, c'est de dépenser les ressources qui sont indiquées sur nos petites tuiles qu'on a rajoutées à notre plateau en début de partie, pour pouvoir améliorer ces tuiles. Donc ça, quand on le fait, on regarde ce qui est inscrit en haut à gauche de la tuile, c'est ce qu'on doit payer. Donc là, il faut payer 5 cubes de cendre, par exemple. Quand on le fait tout de suite, on gagne le bonus qui est inscrit sur la partie verte. Donc là, ce serait 1 pain. Et on retourne la tuile. Et à chaque fois, ça va nous donner des points de victoire en fin de partie. Et ça va nous améliorer l'action de la tuile. Donc je vais les expliquer ensuite, ces tuiles, mais en gros, c'est toujours un peu pareil. Si on améliore notre tuile de stockage ici, l'intérêt c'est qu'on n'a plus d'emplacement limité. On peut stocker autant de ressources qu'on veut. Et en plus, on gagne éventuellement un petit bonus, pareil, que j'expliquerai tout à l'heure. Donc ça, c'est l'autre action facultative qu'on peut faire à son tour. Améliorer une de ces 5 tuiles, ou plusieurs, on peut les améliorer toutes si on veut d'un coup, on peut le faire autant de fois qu'on veut. Autre action qu'on peut faire à son tour, c'est utiliser nos personnages disponibles pour les transformer en commerçants, en négociants, ou en anciens. Donc les anciens, ce sont les personnages orange, donc qui sont sur cette piste, et les négociants, les personnages verts qui sont sur cette piste. Donc vous prenez un personnage à votre couleur, vous le mettez sur une de ces pistes, et en fonction de là où vous le mettez, vous allez gagner les petits bonus correspondants. Donc les anciens, ça va vous permettre de gagner des bannières supplémentaires qui seront actives à chaque tour de la manche en cours, et éventuellement des petites ressources. Et les négociants, ça va vous permettre de gagner des ressources ou de la nourriture. Ces personnages que vous placez là, à contrario de tous ceux que vous allez placer sur le plateau principal, vous les récupérez à la fin de la manche. Et ils seront de nouveau disponibles. Donc voilà, on a fait à peu près le tour. Donc vous voyez que juste si vous améliorez ces tuiles, vous avez des choses un peu plus intéressantes derrière. De la même façon ici, vous avez plus de choses. Vous pouvez même gagner des bannières là. Donc ça peut être intéressant d'améliorer ces tuiles. Donc si on récapitule, on joue une carte. Donc là, admettons, j'en suis là. Je fais un exemple. Je joue cette carte. Je l'ai pas précisé, je ne suis pas obligé d'activer des bannières, de faire l'action principale des bannières de la carte que je viens jouer. Là, par exemple, je peux jouer cette carte avec que des bannières bleues et dire, moi, je fais une action avec des bannières grises. Et donc, je vais compter mes bannières grises sur toutes les cartes visibles. Donc, celle-là, 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 celle-là. Donc, j'en ai 4. Et je vais pouvoir faire une action grise.
Donc la carte qu'on joue ne détermine pas obligatoirement l'action qu'on va faire. Une fois que j'ai fait mon action principale, je peux faire éventuellement, je peux placer des personnages ici pour améliorer mes actions, je peux améliorer ma tuile, ou je peux faire l'action de commerce de la carte. Par contre, l'action de commerce, c'est obligatoirement de la carte qu'on vient jouer. Là, on peut pas faire une action d'une autre carte. Une fois qu'on a fait ça, on pioche une nouvelle carte de notre tas pour avoir 4 cartes en main. C'est au joueur suivant de faire la même chose, et on va tourner comme ça. Quand ça revient mon tour, je vais rejouer une carte, et au bout d'un moment, vous voyez, vous avez 3 emplacements, vous allez vous retrouver à devoir, comme on fait 6 tours, jouer les cartes par-dessus une carte déjà jouée. Donc il va falloir jouer au 4e tour une carte par-dessus une carte, donc vous écraserez les bannières d'une des cartes. Donc il y aura un petit choix à faire à ce niveau-là, et de la même façon, vous contrez les bannières de l'action que vous voulez faire. Vous faites ça jusqu'à avoir 2 cartes sur chaque emplacement, donc vous pouvez pas empiler plus de 2 cartes sur chaque emplacement, c'est important. Une fois que vous avez fait ça, vous avez joué vos 6 tours, et on passe au 7e jour, du coup, au 7e tour, qui est le jour du sabbat. Et là, c'est un tour un peu particulier. Vous pouvez retourner éventuellement votre aide de jeu, et vous avez le descriptif de ce qu'il va falloir faire. Donc l'icône du jour du sabbat, c'est l'espèce de statue là un peu bizarre, je sais pas trop ce que ça représente. La première chose à faire, c'est de prendre les derniers personnages qui nous restent disponibles, et de venir les positionner sur les emplacements donc du fermier et des manœuvres. Donc par personnage que vous allez mettre sur ces emplacements, vous gagnerez les ressources indiquées sur le petit tapis. Donc là, si je le transforme en fermier, lui je vais gagner 2 pains tout de suite que je vais prendre. Et si je le mets en manœuvre ici, je vais choisir soit je gagne ces 2 ressources, soit je gagne ça. En fonction du nombre de personnages qu'on a, on va pouvoir en placer, on peut même mettre plusieurs au même endroit. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir payer tous nos ouvriers. Et donc on va payer tous les ouvriers, sauf les lévites, donc ceux qui sont sur cette piste-là, parce que eux, donc ils se servent en gros dans ce qu'on met dans le temple. Mais tous nos autres personnages, qui soient gardiens des portes sur les parchemins ici, que ce soit les négociants, les sages, les fermiers ou les manœuvres, il faut les payer, et ça va coûter 1 pain par personnage. Donc là, en gros, ça me coûte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pains. Si je peux pas payer de pain, par personnage que je peux pas nourrir, ça va me coûter 2 points de victoire. Donc je vais descendre de 2 sur la piste des points de victoire. Une fois que j'ai nourri mes personnages, parmi les cartes qui me restent en main, je vais en choisir, en fonction du tour, 1 ou 2. Donc c'est ici que ça se passe. Au premier tour, je vais en choisir une, que je vais venir rajouter au-dessus de mon aide de jeu ici, qui va donc me rapporter un petit fanion supplémentaire, mais surtout une façon de gagner des points de victoire qui va s'appliquer tout de suite. Donc la première fois que je le fais, au premier tour, ma première carte, je vais tout de suite déclencher ce décompte qui me dit que je vais gagner 1 point de victoire par avancée de mon amphore rouge sur la piste. Donc là, elle a avancé de 1, donc je vais gagner juste 1 point de victoire. Au deuxième tour, je vais y arriver. Hop. Au deuxième tour, ce sera 2 cartes de notre main qu'il faudra rajouter. Et donc, ça va multiplier le scoring, parce que toutes les cartes jouées vont se déclencher. Donc là, hop, si j'en suis à la fin du deuxième tour, je déclenche ça. Donc je vais regagner des points en fonction de mon avancée sur la piste rouge ici. Je vais gagner des points en fonction du nombre de murs que j'ai construits à ma couleur, donc ceux avec le petit drapeau là, enfin le petit rideau rouge. Et ici, je vais gagner 1 point de victoire plus 1 point par gardien que j'aurai sur les portes. Donc tout ça, ça va se déclencher à ce moment-là. Une fois que j'ai joué cette carte-là et gagné des points, on passe à la zone d'après sabbat. Donc là, tous les prophètes vont être déplacés. Donc ce sont ces personnages-là, on passe au tour d'après. Donc là, on était à 2 et 6, on va passer à 5 et 10. Donc on va les redéplacer. Ensuite, le jeton premier joueur passe au joueur suivant à notre gauche. Le joueur qui est en tête sur la piste de l'hôtel ici, donc ça c'est indiqué là, au premier tour va gagner un personnage supplémentaire de sa réserve principale qui va être disponible dans sa réserve personnelle. Au deuxième tour, ce sera la même chose. Au troisième tour, celui qui sera en tête ici gagnera 3 points de victoire. Ensuite, à la deuxième manche, on pioche du coup un personnage supplémentaire. Il faut qu'on ait 4 cartes en main. Toujours pareil.
Et on est prêt à commencer du coup un nouveau tour si on est à la fin du premier tour, à la fin du deuxième tour pareil, à la fin du troisième tour, on passera tout de suite à un décompte de fin de partie. Avant d'expliquer le décompte de fin de partie, il me reste à expliquer à quoi sert la piste de bénédiction, donc là où on a les amphores, où on peut avancer. Donc là tout simplement, à chaque fois qu'on aura chacune des amphores qui va dépasser une colonne, on gagnera ce qui est indiqué en haut de cette colonne. Donc là, j'ai juste mon amphore rouge qui est sur le 1, donc je gagne rien. Je peux l'avancer plus loin, il se passera rien, tant que cela reste ici. Si lui avance un peu, il se passe toujours rien. Par contre, à partir du moment où le troisième va avancer, ici, ben là, j'ai mes 3 amphores qui ont dépassé la première colonne, donc je vais gagner une petite flamme, donc avancer de 1 sur la piste de l'autel ici. Quand lui avancera encore, j'aurai toutes mes amphores qui auront atteint ou dépassé la deuxième colonne, donc je vais pouvoir avancer ma tente de une case. Ici gagner 2 pains, ici gagner un or, ici gagner 2 points de victoire, ici gagner 5 points de victoire. Donc ça, voilà, c'est des petites ressources ou des petits bonus qu'on pourra récupérer en fonction de l'avancée de ces petites amphores. Autre petit point de règle sur lequel je me suis pas attardé, c'est ici, quand on va avancer la tente, à chaque fois qu'on devra gagner un nouveau personnage, mais qu'on les aura déjà tous gagnés, bon, on avancera la tente d'une case supplémentaire. De la même façon, à chaque fois qu'on devra avancer sur notre piste de bénédiction, mais qu'on sera déjà au max, même chose, on avancera notre tente d'une case supplémentaire, donc c'est bien indiqué sur le plateau ici. Sur la piste de l'autel, ici, les flammes, quand on est à la dernière case, à chaque fois qu'on doit avancer d'une case supplémentaire, à la place, on va gagner une pièce. Donc pareil, c'est bien marqué. Je vous dis, au niveau iconographie, c'est quand même assez bien foutu. Et je crois que c'est à peu près tout. Donc là, on a fait un bon survol des règles du jeu. Reste à expliquer du coup le décompte de fin. Donc décompte de fin, à la fin de la 3e manche, après les 6 actions, on fait le sabbat, donc on va marquer les points de la façon que j'ai expliqué, et on va du coup convertir toutes nos ressources qui nous restent en pièces. Donc chaque or vaudra 3 pièces, chaque bois, pierre et nourriture vaudront 2 pièces, et chaque cendre vaudra 1 pièce. Donc on va avoir un stock de pièces. Parmi ces pièces, tous les lots de 5 pièces vont nous rapporter 1 point de victoire. Ça, c'est la première chose, donc on avancera. Ensuite, on va gagner 2 points de victoire par tuile de développement retournée. Donc, je vous dis, c'est les petites tuiles, les 5 tuiles qu'on a autour de notre plateau. Chaque fois qu'on en retourne une, elle vaut 2 points de victoire. Vous avez l'icône ici. Donc, chacune, ce sera pareil. 2 points de victoire. Ensuite, on va gagner 3 points si on est en tête sur la piste de l'autel. Donc, ça, c'est ce qui était marqué ici. Là, au dernier tour, celui qui est premier gagne 3 points. Ensuite, on va gagner les points de victoire des cartes mûres à notre couleur, donc à chaque fois ce sera 2 points a priori, et des portes où on aura un bonhomme à notre couleur, donc c'est 4 points pour les portes. Donc on additionne tout ça. On va gagner les points de victoire des scribes, donc tous les personnages qu'on a placés sur les parchemins, ça devient des scribes, je l'ai pas dit. Donc en fonction de la ligne sur laquelle il est placé, il va gagner, ils vont faire gagner donc 1, 2, 3 ou 4 points, chaque personnage. Et en plus, on va regarder les points des scribes qui sont placés sur la dernière ligne ici, en fonction de ce qui est indiqué. Je vais en expliquer une ou deux rapidement. Celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, et encore une fois, s'il y a une égalité, ce sera celui qui sera le plus loin sur la piste de l'autel qui sera déclaré vainqueur. Donc quelques exemples des points de victoire des parchemins du haut. Donc si on est placé sur cette première tuile, ça vous dit qu'à la fin de la partie, la carte qui va vous rester en main pourra être scorée comme si elle avait été placée au-dessus de votre aide de jeu. Vous savez, les scorings de sabbat. Donc vous regardez la condition qui est tout en haut et vous l'appliquez tout de suite. Celui-ci vous dit que vous allez gagner 1 point de victoire par personnage placé sur la dernière ligne des parchemins. Ici, dès que vous placez un personnage pendant la partie, vous gagnez 1 point de victoire, les icônes gris. Et en fin de partie, vous allez gagner 1 point de victoire par lot de murs et de portes que vous aurez à votre couleur. Par lot de 3 murs et portes à votre couleur, c'est 1 point de victoire. Ici, à la fin de la partie, au lieu que vos lots de 5 pièces valent 1 point, ce seront les lots de 3 pièces qui vaudront 1 point. Et ainsi de suite, il y en a d'autres. Les petits bonus ici sont des bonus en cours de partie. Pareil, je peux vous en expliquer un ou deux. Ici, on vous dit à chaque fois que vous allez retourner une tuile, donc en payant les ressources, vous gagnerez un or. Ici, à chaque fois que vous construirez une porte ou un mur, vous pourrez payer une ressource de pierre en moins. Et ainsi de suite, pareil, ils sont tous indiqués. Je vais pas rentrer dans le détail. C'est tout pour les règles d'Esdras et Néhémie. Donc ça a l'air cool. Honnêtement, j'ai pas encore joué. J'ai juste lu les règles. J'ai voulu faire l'explication tout de suite, comme ça je peux la partager avec les gens avec qui je vais jouer. Mais ça a l'air très chouette. Je pense que ça va être cool. Donc bon jeu à vous.